Savais-tu que Steve Jobs, fondateur d'Apple et de Pixar, l'homme qui a révolutionné le monde de l'informatique, de la musique et de la téléphonie mobile, dont la fortune était estimée à 10,5 milliards de dollars en 2011 à son décès, et dont la veuve, Laurene Powell Jobs, est devenue la 6e femme la plus riche au monde? Savais-tu qu'il a été adopté ? Qu'il ramassait les bouteilles de Coca-Cola afin de récupérer les 50 centimes des consignes pour pouvoir se nourrir et qu'il a abandonné l'université et n'a jamais obtenu de diplôme? Je suis Laila Benachouba, la fondatrice d'Outsiders, l'Académie, et je suis ici pour te démontrer que tout se travaille, tout s'ajuste et tout se transforme. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Dans son discours de remise de diplôme à Stanford en 2005, Steve Jobs évoque son histoire personnelle, ses échecs, ses succès et sa vision de la mort. Tout ce qui ressemble à des clés du succès ou aux clés du mindset de Steve Jobs. Son discours s'articule autour de 3 histoires, 3 concepts. La première histoire parle de faire le lien entre les événements, de les connecter. La deuxième histoire parle de la passion et de l'échec et pourquoi son départ forcé d'Apple fut salutaire. Steve Jobs avait 20 ans lorsqu'il a co-créé avec Steve Wozniak Apple dans le garage de ses parents. 10 ans plus tard, Apple est une société de plus de 4000 employés dont le chiffre d'affaires atteignait 2 milliards de dollars. 1 an plus tôt, le Macintosh était lancé. Et pourtant, Steve Jobs fut viré de sa propre société. La troisième histoire concerne la mort. Si vous vivez chaque jour comme si cela était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. La mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. C'est le facteur de changement de la vie. Avoir en tête que je peux mourir bientôt est ce que j'ai découvert de plus efficace pour m'aider à prendre des décisions importantes. Parce que presque tout ce que l'on attend de l'extérieur, nos vanités, nos fiertés, nos peurs de l'échec s'effacent devant la mort, ne laissant que l'essentiel. C'est parti, revenons sur les moments clés du discours de Steve Jobs à Stanford, ceux qui font écho avec bon nombre de vidéos de cette chaîne. Je vous mets les liens des vidéos pour que vous puissiez en retrouver quelques-unes. C'est un honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui et d'assister à une remise de diplôme dans une des universités les plus prestigieuses du monde. Je n'ai jamais terminé mes études supérieures. À vrai dire, je n'ai jamais été témoin d'une remise de diplôme dans une université. Je veux vous partager aujourd'hui 3 expériences qui ont marqué ma carrière. C'est tout. Rien d'extraordinaire, juste 3 expériences. La première concerne les événements imprévus. J'ai abandonné mes études au Reed College au bout de 6 mois. Mais j'y suis restée auditeur libre pendant 18 mois avant de laisser tomber définitivement. Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire et elle avait choisi de me confier à des parents adoptifs. Elle tenait à me voir entrer dans une famille de diplômés universitaires et tout avait été prévu pour que je sois adoptée dès ma naissance par un avocat et son épouse. Sauf que, lorsque je fis mon apparition, ils décidèrent au dernier moment qu'ils préféreraient avoir une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, reçurent un coup de téléphone au milieu de la nuit. « Nous avons un petit garçon qui n'est pas prévu. Le voulez-vous » ? « Bien sûr, répondirent-ils. Ma mère biologique découvrit alors que ma mère adoptive n'avait jamais eu le moindre diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais terminé ses études secondaires. Elle refusa de signer les documents définitifs d'adoption et ne s'y résolut que quelques mois plus tard quand mes parents lui promirent que j'irais à l'université. 17 ans plus tard, j'entrais donc à l'université, mais j'avais naïvement choisi un établissement presque aussi cher que Stanford et toutes les économies de mes parents servirent à payer mes frais de scolarité. Au bout de 6 mois, je n'en voyais toujours pas la justification. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie et je n'imaginais pas comment l'université pouvait m'aider à trouver ma voie. J'étais là en train de dépenser tout cet argent que mes parents avaient mis toute une vie à épargner. Je décidai donc de laisser tomber. Une décision plutôt risquée, mais rétrospectivement, c'est une des meilleures décisions que je n'ai jamais prises. Dès le moment où je renonçais, j'abandonnais les matières obligatoires qui m'ennuyaient pour suivre les cours qui m'intéressaient. Tout n'était pas rose. Je n'avais pas de chambre dans un logement étudiant et je dormais à même le sol chez des amis. Je ramassais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer les consignes de 50 centimes et acheter de quoi manger.
Et tous les dimanches soirs, je faisais 11 km à pied pour traverser la ville et m'offrir un bon repas au temple de Hare Krishna. Et ce que je découvris alors, guidé par ma curiosité et mon intuition, se révéla inestimable pour mon avenir. Laissez-moi vous donner cet exemple. Le Reed College dispensait probablement alors le meilleur enseignement de la calligraphie de tout le pays. Dans le campus, chaque affiche, chaque étiquette, sur chaque tiroir était parfaitement calligraphiée. Parce que je n'avais pas à suivre de cours obligatoires, je décidai donc de m'inscrire en classe de calligraphie. C'est ainsi que j'ai appris tout ce qui concernait l'empattement des caractères, les espaces entre les différents groupes de lettres, les détails qui font la beauté d'une typographie. C'était un art ancré dans le passé, une subtile esthétique qui échappait à la science. J'étais fascinée. Rien de tout cela n'était censé avoir le moindre effet pratique dans ma vie. Pourtant, 10 ans plus tard, alors que nous concevions le premier Macintosh, cet acquis me revint, et nous l'incorporâmes dans le Mac. Ce fut le premier ordinateur doté d'une typographie élégante. Et si je n'avais pas suivi ces cours à l'université, le Mac ne posséderait pas une telle variété de polices de caractères, ni ses espacements proportionnels. Et comme Windows s'est borné à copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel n'en disposerait. Si je n'avais pas laissé tomber mes études à l'université, je n'aurais jamais appris la calligraphie et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas cette richesse de caractères. Naturellement, il était impossible de prévoir ces répercussions quand j'étais à l'université, mais elles me sont apparues évidentes 10 ans plus tard. On ne peut prévoir l'incidence qu'auront certains événements dans le futur. C'est après coup seulement qu'apparaissent les liens. Vous pouvez seulement espérer qu'ils joueront un rôle dans votre avenir. Ma deuxième histoire concerne la passion et l'échec. J'ai eu la chance d'aimer très tôt ce que je faisais. J'avais 20 ans lorsque Woz, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents. Nous avons ensuite travaillé dur et 10 ans plus tard, Apple était une société de plus de 4000 employés dont le chiffre d'affaires atteignait 2 milliards de dollars. Nous venions de lancer 1 an plus tôt notre plus belle création, le Macintosh, et je venais d'avoir 30 ans. C'est alors que je fus virée. Comment peut-on vous virer d'une société que vous avez créée ? C'est bien simple. Apple ayant pris de l'importance, nous avons engagé quelqu'un qui me semblait avoir les compétences nécessaires pour diriger l'entreprise à mes côtés, et pendant la première année, tout se passa bien. Puis nos visions ont divergé, et nous nous sommes brouillés. Le conseil d'administration s'est rangé de son côté, et c'est ainsi qu'à 30 ans, je me suis retrouvée sur le pavé, virée avec pertes et fracas. La raison d'être de ma vie n'existait plus, et j'étais en miettes. Je restais plusieurs mois sans savoir quoi faire. J'avais l'impression d'avoir trahi la génération qui m'avait précédée, d'avoir laissé tomber le témoin au moment où on me le passait. C'était un échec public, et je songeais même à fuir la Silicon Valley. Puis, j'ai peu à peu compris une chose. J'aimais tout ce que je faisais. Ce qui m'était arrivé chez Apple n'y changeait rien. J'avais été conduit, mais j'étais toujours amoureux. J'ai alors décidé de repartir de zéro. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais mon départ forcé d'Apple fut salutaire. Le poids du succès fit place à la légèreté du débutant, à une vision moins assurée des choses, une liberté grâce à laquelle je connus l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Pendant les 5 années qui suivirent, j'ai créé une société appelée Next et une autre appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d'une femme exceptionnelle qui est devenue mon épouse. Pixar, qui allait bientôt produire le premier film d'animation en 3 dimensions, Toy Story, est aujourd'hui la première entreprise mondiale utilisant cette technique. Par un remarquable concours de circonstances, Apple a acheté Next et je suis retournée chez Apple. Et la technologie que nous avions développée chez Next est aujourd'hui la clé de la renaissance d'Apple. Laurence et moi avons fondé une famille merveilleuse. Tout cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas été virée d'Apple. La potion fut horriblement amère, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie nous flanque un bon coup sur la tête. Ne vous laissez pas abattre. Je suis convaincue que c'est mon amour pour ce que je faisais qui m'a permis de continuer. Il faut savoir découvrir ce que l'on aime et qui l'on aime. Le travail occupe une grande partie de l'existence et la seule manière d'être pleinement satisfait est d'apprécier ce que l'on fait. Sinon, continuez à chercher, ne baissez pas les bras. C'est comme en amour, vous saurez quand vous aurez trouvé. Et toute relation réussie s'améliore avec le temps. Alors continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Ma 3e histoire concerne la mort. À l'âge de 17 ans, j'ai lu une citation qui disait à peu près ceci. « Si vous vivez chaque jour comme s'il était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. » Elle m'est restée en mémoire et depuis, pendant les 33 années écoulées, je me suis regardée dans la glace le matin en me disant «
Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que j'aimerais faire ce que je vais faire tout à l'heure? Et si la réponse était non pendant plusieurs jours d'affilée, je savais que j'avais besoin de changement. Avoir en tête que je peux mourir bientôt est ce que j'ai découvert de plus efficace pour m'aider à prendre des décisions importantes. Parce que presque tout ce que l'on attend de l'extérieur, nos vanités et nos fiertés, nos peurs de l'échec, s'effacent devant la mort, ne laissant que l'essentiel. Se souvenir que la mort viendra un jour est la meilleure façon d'éviter le piège qui consiste à croire que l'on a quelque chose à perdre. On est déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. Il y a 1 an environ, on découvrait que j'avais un cancer. À 7 heures du matin, le scanner montrait que j'étais atteint d'une tumeur au pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était le pancréas. Les médecins m'annoncèrent que c'était un cancer probablement incurable et que j'en avais au maximum pour 6 mois. Mon docteur me conseilla de rentrer chez moi et de mettre mes affaires en ordre, ce qui signifie « préparez-vous à mourir ». Cela signifie dire à ses enfants, en quelques mois, tout ce que vous auriez pensé leur dire pendant les 10 prochaines années. Ce qui signifie essayer de faciliter les choses pour votre famille, en bref, faire vos adieux. Je vécus avec ce diagnostic pendant toute la journée. Plus tard dans la soirée, on m'a fait une biopsie. J'étais inconscient, mais ma femme, qui était présente, m'a raconté qu'en examinant le prélèvement au microscope, les médecins se sont mis à pleurer, car j'avais une forme très rare de cancer du pancréas, guérissable par la chirurgie. On m'a opéré et je vais bien. Pourtant, la mort est un destin que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé et c'est bien ainsi, car la mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. C'est le facteur de changement de la vie. Elle nous débarrasse de l'ancien pour faire place au neuf. En ce moment, vous représentez ce qui est neuf. Mais un jour, vous deviendrez progressivement l'ancien et vous laisserez la place aux autres. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est la vérité. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste n'est que secondaire. Soyez insatiable, soyez fou.